Alors, vous avez fait plusieurs éditions de la Route du Rhum. Est-ce que vous pouvez faire partager à nos téléspectateurs les difficultés que vous avez rencontrées sur les différentes éditions? Alors, si je commence à parler des difficultés, il me faudra plus qu'un journal pour le dire, parce que c'est vrai que nous, particulièrement les marins guadeloupéens, on est quand même loin du monde de la course au large, tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de cases à cocher et donc forcément une préparation qui est beaucoup plus longue, ne serait-ce que pour être au départ de la Route du Rhum. Mais je pense que ça rend encore l'événement encore plus beau et ça lui donne encore une saveur particulière pour nous. Donc là, c'est vrai que cette troisième participation, pour moi, on a carrément choisi de prendre un autre axe de préparation avec d'autres courses qu'on a fait en amont, donc la Transat Jacques Vabre, notamment on a eu la chance de courir en 2021, donc l'an dernier. Et après, un gros travail aussi avec les institutions et les écoles de Guadeloupe qui, au-delà du côté sportif, nous ont vraiment permis d'aménager notre temps et d'occuper notre temps pendant cette longue préparation. Alors, le sommeil est très important dans cette course. Comment vous vous êtes préparé pour dormir? Alors, je pense que tout est très important. Tout est très important. Pour le rappeler, on est quand même en solitaire sur le bateau pendant plus ou moins longtemps sur l'Atlantique, avec tout le lot de difficultés, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça représente. Maintenant, me préparer moi au sommet pour répondre à la question, c'est que j'ai pas eu de préparation plus particulière sur cette édition, puisque étant coureur au large, il faisant des compétitions régulières, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que je travaille et que surtout j'entretiens régulièrement. Mais de façon générale, pour dormir, on essaie vraiment d'être très discipliné, puisque ça peut être dangereux de manquer de sommeil déjà et surtout d'être très organisé à bord du bateau. Mais ça, c'est comme je dis, c'est un peu pour tout, l'alimentation, le sommeil, la gestion tout court du bateau. Bien, on ne manquera pas de vous suivre durant cette édition. Je l'espère et je vous en remercie. En tant que spécialiste de la Route du Rhum, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes les différentes catégories pour cette course? Les ultimes, les plus grands bateaux, plus de 32 mètres, souvent des trimarans. Bateaux rapides pouvant faire traverser l'Atlantique en 7 jours, déjà prouvé. C'est pour les plus rapides. Exactement, beaucoup plus rapide. La catégorie des Ocean 50, c'est-à-dire des 50 pieds multicoques, aussi rapides, donc pouvant traverser dans les 10-12 jours. Faible catégorie, il n'y a pas beaucoup de représentants. La catégorie des IMOCA, des 60 pieds monocoques, avec ou sans foil, parce que ce sont des bateaux qui ont évolué. Bateau rapide aussi, c'est la moyenne 15 jours de traversée. Bateau pas aussi confortable qu'un multi, mais plus de par sa rapidité et plus confortable avec les foils. Bien représenté, il y a dans cette catégorie-là, je crois, chez ceux-là, un peu plus que 25, un peu plus que, je crois 25, non, un peu plus. Et puis, la classe 40, la plus importante, monocoque de 40 pieds, avec de belles évolutions architecturales. Avant, c'était des monocoques qui étaient classés construits avec étraves droites et pointues en lame de couteau. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est bulbe à l'avant, arrondi, bateau rapide aussi. 15-18 jours de traversée, moyenne 18. Où on a des futurs marins du Vendée Globe, on les retrouve dans cette classe-là. Ensuite, la catégorie Rhum, qui est un peu monocoque et multicoque. Donc, chez les multis, on retrouve un peu le tout venant, quoi, des bateaux de 60 pieds ou de 50 pieds qui ont vieilli, même moins, et qui ne sont plus performants. Donc les 60 pieds et multi n'existant plus en tant que catégorie, donc on peut les retrouver là. Mais ce sont des bateaux qui sont d'une certaine génération, donc qui sont relativement lourds et qui peuvent, comme c'est le cas, vous allez voir Philippe Poupon,
sera l'un des favoris de cette catégorie-là, puisqu'il récupère le Pierre Ier de Florence Auto, qui a été un bon bateau pour l'époque. Donc Rome multi, toute taille, et Rome mono. Pareil, on peut retrouver le vieux 60 pieds, le 50 pieds ou même moins. Monsieur Tout le Monde qui a envie de traverser, c'est l'accomplissement du rêve et sans objectif de performance absolue, mais avec l'envie de traverser de nouveau. Alors vous qui êtes spécialiste des bateaux, quelles sont les grandes avancées technologiques pour cette édition? Ouh, il y en a, hein. Il y en a. Alors, lorsqu'on retrouve chez les ultimes, parce qu'on a un bateau ou même deux Sodebo et puis celui de François Gabard, ce sont les derniers construits. Alors, pour avoir un peu discuté avec Thomas Coville alors que son bateau était en construction, il y avait beaucoup de réflexions sur le centre, le positionnement du mât à bord pour que le bateau ait une démarche beaucoup plus équilibrée et plus fluide pour éviter le tangage. Et donc l'équilibre et donc la rapidité, mais avec des bateaux qui restent surpuissants. Et ensuite, toute la réflexion est faite pour éviter tout ce qui est aérien, donc la prise au vent et le confort. Autant qu'on puisse parler de confort, ça se résume souvent à une couchette, une bannette en carbone à l'intérieur, pivotant, suivant l'angle du vent et avec tous les appareils en grand écran positionné et toutes les manœuvres revenant à l'intérieur, c'est-à-dire gain de poids, matériaux exotiques partout, mât pivotant, voile dernier cri, et puis la technologie la plus extraordinaire, tout répété sur des écrans. L'électronique en fait, c'est plus trop la coque? C'est tout. C'est un ensemble. C'est la coque, la réflexion continue sur la coque. Il faut quand même, on est quand même dans le domaine de l'écoulement des fluides. Donc, c'est un fluide qui rencontre un solide. Donc, tout ça doit être absolument hydrodynamique. Les profils, les réflexions sont faites là-dessus, avec comment dirais-je, des alertes de solidité ou d'évitement en cas de choc. On a des quilles pivotantes, mais ça ne peut pas se faire pour les foils parce que, vu la vitesse des bateaux, c'est pas encore possible de faire des foils qui bougeraient et qui éviteraient. Et donc, c'est souvent sur ces bateaux-là, lorsqu'ils rencontrent des objets flottants, ils cassent un foil et ils sont forcément handicapés. Et sur les monocoques IMOCA, c'est exactement la même réflexion. La recherche s'est faite avec les foils en aile de mouette et où il y a une différence incroyable entre les anciennes générations qui étaient carrément des dérives sabres avec un petit peu d'effet, surtout pour remonter le vent, mais pas forcément des plans porteurs comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a une différence de vitesse incroyable entre la nouvelle génération comme Charal et les anciennes générations comme Apicil de Damien Seguin. Un petit mot sur les skippers guadeloupéens en liste. Eh bien, on a grosso modo deux générations. Déjà, bon, les cinquantenaires, les deux sont dans la catégorie WOM, mono et multi, c'est Ducosson et Willy Bicent. Et en dessous, on retrouve que des compétiteurs et qui viennent avec des chances de vie. Les premiers étant des préparateurs. Et le premier, David Ducosson, c'est un ancien préparateur qui reprend un bateau, donc il traverse, c'est un peu le rêve. Et Willy Bicent qui revient pour la 4e fois, mais qui peut gagner dans la catégorie Rome. Mais là aussi, on sait que ce n'est pas la catégorie reine. Et ensuite, on retrouve des gars de la quarantaine, comme Damien Seguin ou bien Thibaut Vogel-Camus, dans des catégories différentes. Damien Seguin qui vient pour gagner aussi, mais avec un handicap
il a un bateau à dérive et pas à foil, dans une catégorie où les bateaux à dérive iront de toute façon plus vite. Mais il a ses chances parce qu'il a fini 6e du Vendée Globe avec le même bateau. Et ça dépend de l'Atlantique, ça dépend de l'état de la mer. Et à partir du moment où on aura des vents contraires en pourcentage et puis une mer formée, il a toutes ses chances. Parce que les foils étant beaucoup plus fragiles. Les bateaux à foil étant plus fragiles. Et Rodolphe Sefo a aussi un bateau à foil qui a déjà navigué, mais qui est un bateau relativement, entre guillemets, lourd, qui n'est pas parmi les plus... à foil, mais pas parmi les plus performants. Et ensuite, on retrouve donc des gars qui sont dans la quarantaine. Rodolphe en a 36, donc vient aussi avec des ambitions. Et puis après ça, on retrouve Sacha Donard qui a 33 ans en classe 40. Donc l'énergie est là, l'envie est là, mais il a beaucoup moins d'expérience. C'est sa première participation. Il n'a pas beaucoup d'heures de vol non plus. Donc ça sera une belle expérience, mais il serait fort étonnant qu'il gagne cette course-là, vu le niveau élevé de la classe 40 et vu les artificiers qui sont dedans. Et puis on a le jeune talent Kenny Piperol qui a vraiment toutes ses chances parce qu'il a fait le chemin, il a assez entraîné, il a un bateau qu'il a construit de dernier cri qui va bien. Donc on peut le retrouver dans une catégorie lauréate. Alors, dernière question, quelles sont les qualités à développer pour être un bon skipper? Il faut un compétiteur, avoir en soi ou développer l'envie de la gagne. Pour faire quelque chose, il faut d'abord en avoir envie. Ensuite, il ne suffit pas de le verbaliser, il faut le traduire par des actes. Donc, se préparer physiquement, ça veut dire avoir vraiment une préparation physique de sportif de haut niveau. Alors, justement, je vous interromps, mais également au niveau du sommeil, je sais que le sommeil est très important pour cette édition. Alors, pour tout le temps, le sommeil est important. Dans la vie de tous les jours, le sommeil est important. Mais plus encore en course transocéanique, surtout dans le profil du parcours. Il faut distinguer deux phases dans la gestion du sommeil. Lorsque vous venez de prendre le départ, que vous devez traverser le rail de Ouessant, le golfe de Gascogne, ça n'est pas la même situation que lorsque vous êtes au milieu de l'Atlantique. Vous avez peu de chances de rencontrer des cargos en nombre, comme ça peut être le cas proche des côtes. Et donc la gestion du sommeil, elle doit être, c'est une question qui doit de préférence être réglée, c'est-à-dire avoir vraiment une bonne connaissance de soi, s'être observé, avoir beaucoup navigué, avoir navigué dans des endroits compliqués où on rencontre la problématique de rester éveillé. Sinon, c'est l'accident, voire la mort. Et donc, il y a des études qui sont faites là-dessus pour que les marins se connaissent, se découvrent. Les chercheurs sont déjà très poussés, mais les marins individuellement doivent développer aussi ces qualités-là par une observation précise de son fonctionnement, son propre fonctionnement. Tout individu peut le faire, mais plus encore les marins parce qu'ils ont l'obligation de le faire. Quand je dis c'est pas la nécessité, c'est l'obligation. Pour rester en vie, il faut être éveillé. Eh bien, on apprend comme les guerriers, quoi. Si vous êtes en guerre, vous ne dormez pas, tout simplement parce que vous savez qu'une bombe peut vous tomber sur la tête, une balle peut vous atteindre. Vous n'allez pas dormir. Et donc, ce sont les situations d'entraînement, les situations de compétition et cette construction-là qui aident les marins à le faire. Mais travailler avec des professionnels du sommeil qui vous expliquent comment vous fonctionnez, qui vous apprennent les signes qui sont précurseurs du sommeil, parce qu'il faut dormir. Donc la question, c'est pas la gestion du sommeil, c'est pas ne pas dormir, c'est savoir dormir. À quel moment repérer les signes qu'il faut dormir et dormir à ces moments-là pour avoir juste le sommeil paradoxal dans des phases très courtes et là vous récupérez. Et donc lorsque je disais la préparation, eh bien, je parlais d'entraînement physique, je parlais d'hygiène de vie. Je parlais aussi de préparation médicale
avoir vu son médecin, son kiné, son ostéopathe, connaître son corps et être en capacité de comprendre bien le rôle de l'alimentation, de l'hydratation, de la récupération et donc du sommeil. Bien, merci pour cette intervention.